priori, Paul Heyman aurait tendance à être un peu mythomane de temps en temps. Mais il n'en demeure pas moins vrai qu'en interview, il fait toujours des révélations croustillantes. Et figurez-vous qu'il avait récidivé avec Logan Paul en janvier 2025. My name is Paul Heyman. Qu'est-ce que le Special Counsel a révélé sur sa préparation pour le jour où la Bloodline de Solo Sikoa l'a dégommé? Comment John Cena a réagi la fois où Polo avait chanté son theme song? Est-ce qu'il a jeté des fleurs à Cody Rhodes ou est-ce qu'il l'a mis sous terre? Et des énormités. Il en a dit des énormités avec lesquelles je suis pas d'accord? Humilité, clairvoyance et abomination. On va parler de tout ça, mes fidèles. Mais avec un T cette fois-ci, ça fait du bien par où ça passe des fois. Vous êtes bien sur Johnny Catch, mon avis sur l'interview passionnante de Paul Heyman avec Logan Paul, c'est parti. C'est le 14 janvier 2025 que cette interview de Paul Heyman par Logan Paul et son collègue avait eu lieu. Et vous devez savoir que le contexte était quand même pas banal, accrochez-vous bien. En fait, c'était tout simplement la période où Raw venait d'arriver sur Netflix pour la WWE, donc très marquant pour eux. Et puis aussi, une période où Paul Heyman venait de revenir finalement assez récemment, en réalité, puisqu'il était revenu dans la route vers Survivor Series, après quand même une absence de plusieurs mois, suite à l'agression brutale dont il avait été victime de la part de la Bloodline de Solo Sikoa. Il était donc revenu aux côtés, enfin il avait rejoint plutôt son Tribal Chief, Roman Reigns, et donc un Paul Heyman qui était peut-être à nouveau fringant, après quand même avoir passé une année 2024 en grande partie pourrie pour lui, surtout parce que Roman Reigns n'était pas là, et qu'il était un peu entre les mains pas toujours très douces de Solo Sikoa, même s'il refusera de la knowledge, mais bon ça c'est une autre histoire. Bref, c'est dans ce contexte que tout ça a lieu, et on y apprend plein de choses, je trouve, donc accrochez-vous bien, si vous avez envie de petites révélations bien croustillantes de Paul Heyman, vous allez être servis mes amis. Et surtout, il y a aussi des avis qui m'ont fait réagir, et vous réagirez aussi en commentaire si ça vous dit, pour me dire si vous êtes d'accord ou pas, tout simplement. En tout cas, Paul Heyman, ce qui est directement frappant et ce qu'il dit tout de suite, et ça, quelle mentalité n'empêche, surtout avec tout ce qu'il a déjà accompli, il dit que tous les jours, il cherche à être le plus grand de tous les temps, qu'il veut pas être un des plus grands de tous les temps, non, que lui, son objectif, son ambition, c'est toujours d'être le plus grand de tous les temps. Et qu'il cherche toujours, chaque jour, à se dépasser toujours plus, et je me dis, c'est vraiment admirable de sa part, avec la carrière qu'il a déjà faite, avec tout ce qu'il a déjà fait. Il pourrait très bien, alors soit se reposer sur ses lauriers, soit être en pilote automatique et y aller tranquille, savourer, mais non, il veut toujours faire mieux, toujours plus, toujours s'améliorer de semaine en semaine, alors que pourtant il est déjà dans son domaine de management, il est déjà le plus grand de tous les temps à mes yeux. Donc vraiment, quelle mentalité Paul Heyman, c'est vrai. Sinon, on apprend par exemple que certes, il est le Special Counsel de Roman Reigns, certes, il est aussi, on va dire, intimement lié, enfin en tout cas, voilà, dans un sens catchesque évidemment, à CM Punk, mais malgré ça, c'est pas uniquement à CM Punk et Roman Reigns qui donnent ses précieux conseils, qu'en réalité, certes on le voit à l'écran toujours avec Roman Reigns, ou alors, en tout cas avec des Paul Heyman guys, mais en coulisses, il donne des conseils à tout le monde, et il disait par exemple que début 2025, ça arrivait, qu'il donne donc des conseils, qu'il donne son avis à un Gunther ou à un Braun Breaker, en leur disant souvent, vous avez la grandeur en vous les mecs, vous avez en gros le potentiel pour être grand, mais tout ce que vous devez faire maintenant, c'est vous en rendre compte, le trouver et l'exploiter pleinement. Donc Paul Heyman, voilà quelqu'un qui sait donner une confiance énorme à des catcheurs, en leur disant, voilà, et surtout il le pense, et c'est vrai que c'est indéniable que un Braun Breaker par exemple a de la grandeur en lui, et qu'avec un Paul Heyman qui tire un peu le meilleur de lui, un peu comme un diamant qu'il faut polir, là, c'est le combo idéal. Et surtout, moi, le premier point, ça, il est vraiment très 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 marquant, je trouve, sur, en gros, l'interview de Paul Heyman, dont c'est davantage, on va dire, un avis qu'une révélation croustillante, mais qui est quand même intéressant. Paul disait que, alors certes, avec Netflix, l'arrivée sur Netflix, il y a une volonté d'être global, mais que pour autant, et ça j'étais très surpris, parce que c'est vraiment une mentalité, enfin une philosophie par rapport à la WWE, que en tout cas on voit rarement en interview, et surtout qui est limite contradictoire avec ce qui était peut-être la stratégie de la WWE pendant des années, en tout cas pendant l'Attitude Era par exemple. Il disait, Polo, en gros, moi, mais non, je cherche pas à persuader de nouveaux téléspectateurs de nous regarder. Non, moi, ma mission,
Alors tenez-vous bien, donc déjà, rendez-vous compte, il a dit explicitement que lui, ça l'intéressait pas, du moins il cherchait pas à persuader de nouveaux téléspectateurs. Mais plutôt, et ça c'est méga marquant, il disait « Je cherche plutôt à super satisfaire la fanbase qui est déjà là. » Et il expliquait pourquoi. Donc déjà, je trouve que c'est quand même très 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 frappant d'avoir un Poleman qui te dit « Je préfère que ceux qui nous regardent déjà nous adorent au maximum et je cherche pas à faire venir de nouvelles personnes. » Ça peut poser problème, hein. Enfin, on va analyser ça. Mais il disait justement que dans sa vision des choses, quand tu rends les fans qui regardent déjà hyper heureux, qu'ils adorent, que ça, selon lui, naturellement, ça fera venir de nouvelles personnes. Et il disait, c'est l'effet du bouche à oreille, selon lui. Il dit, en gros, quelqu'un qui va adorer les shows va en parler peut-être autour de lui d'une manière ou d'une autre, et ça fera venir d'autres personnes. Il dit que lui, en tout cas, n'est pas du tout dans une vision d'expansion, mais plutôt de satisfaction de ce qu'il y a déjà. Et c'est vrai que c'est quand même méga intéressant, hein. Tu te dis, est-ce que faire en sorte que ceux qui te regardent déjà, dans le catch et même pour toute création de contenu, de manière générale, est-ce qu'il faut viser à les rendre le plus heureux possible, quand t'es la WWE par exemple? Est-ce que les fans qui connaissent déjà le catch, qui regardent chaque semaine, est-ce que tu dois viser à ce qu'ils soient le plus heureux possible, ou est-ce que tu dois quand même faire des choses qui peuvent faire venir de nouvelles personnes pour augmenter quand même, pour accroître le nombre de téléspectateurs? C'est vraiment un vrai débat intéressant, hein. Et d'ailleurs, Poleman disait, et finalement ça rejoint une stratégie plus globale de la WWE, en fait, que selon lui, en gros, les chiffres qu'il veut savoir et les choses qui l'intéressent le plus dans des shows, c'est surtout le nombre de spectateurs dans l'arène et donc la fréquentation des salles, la fréquentation des stades, c'est ça qui l'intéresse. Et je me dis, c'est quand même, encore une fois, quand c'est pas la première fois sur la chaîne, les fidèles le savent, qu'on se rend compte de certaines stratégies de la WWE, et c'est pas la première fois donc on se rend compte qu'on a une WWE qui se soucie moins du nombre de personnes qui regardent à la télévision, et qui privilégie peut-être bien plus, et qui se vante d'ailleurs beaucoup plus, du nombre de personnes qui viennent dans les salles ou qui achètent des produits dérivés. En tout cas, c'est sûr que c'est un débat très intéressant, et moi, c'est vrai que personnellement, en me basant par exemple sur ce que la WWE faisait à l'époque de l'Attitude Era, où elle a fait les meilleures audiences de toute l'histoire de la compagnie, c'est vrai qu'à l'époque, toute l'idée, c'était expansion, expansion, expansion. On veut faire venir un maximum de personnes, avoir un maximum de téléspectateurs déjà pour survivre et gagner la guerre des audiences, et puis aussi se faire un maximum d'argent, parce que qui dit téléspectateurs nombreux dit revenus publicitaires plus importants encore, plus d'argent, et puis finalement au bout d'un moment aussi produits dérivés, etc. Mais c'est vrai que finalement c'est assez marquant ce que dit Polo, parce que c'est vrai qu'on a souvent l'impression que la WWE fait par exemple des références dans des rivalités, ou dans des matchs, ou dans des commentaires, ou peu importe ce que c'est, en s'adressant à des personnes qui connaissent déjà, ou du moins qui savent, qui sauront saisir la subtilité en question, et beaucoup moins à des personnes toutes nouvelles qui découvrent totalement. Donc c'est un choix, en tout cas, c'est un choix, et Polo l'a un peu exprimé, et peut-être que sans le vouloir, même si Polo est intelligent, et je pense que c'était pas fait de manière accidentelle, il a tout simplement révélé une stratégie plus globale de la WWE. Sinon, il disait aussi, puisqu'il parlait de public, d'arène, de fréquentation, etc., il disait que, et ça, j'ai envie de dire, cocorico les amis, il disait que quand ils avaient fait les shows en France, là, au printemps 2024, il disait, quel public, qu'est-ce que c'est génial de jouer devant un public comme ça, et d'ailleurs, il disait vraiment jouer devant un public comme ça, dans l'idée un peu que finalement, c'est un peu comme un cirque qui se déplace de ville en ville et qui fait son spectacle et qui joue son numéro, alors des musiciens qui jouent leurs chansons, et pouf, ils vont de ville en ville, et c'est tout. Et là, quand on voit les choses de cette manière-là, c'est vrai qu'on voit bien plus les shows de la WWE comme des événements en live, en réel, des gros événements avec plein de produits dérivés, plein de gens qui viennent,
alors que tout ça est quand même diffusé, et qu'il faut bien quand même prendre un peu en considération qu'il y a des gens qui regardent et qui veulent passer des bons moments aussi devant leur télévision. Enfin bref. En tout cas, il révélait aussi que le premier bump qu'il a fait de toute sa carrière, vous savez, quand un catcheur subit une prise ou se fait tataner d'une manière ou d'une autre, pour lui, ça lui avait pas vraiment porté bonheur, hein, puisque son premier bump, c'était avec Bam Bam Bigelow, vous savez, c'était un big man, il y a alors sacré bout de temps, hein, dans les années, on va dire, fin des années 80, début des 90, et ce premier bump, Polo y était allé, on va dire, trop fort, enfin, il n'avait pas maîtrisé un peu ce qu'il faisait, et ça l'avait mis KO en se tapant, enfin, en se cognant contre le ring. C'est fou, hein. Vous imaginez Paul Heyman se prendre un bump qui le met littéralement KO, c'est fou, hein. Bref. Sinon, moi, les coulisses que je trouvais les plus intéressantes, alors tenez-vous bien, c'est en plus en 2024 une des scènes quand même très marquantes, hein. Non, pas la plus marquante selon moi, mais quand même, c'est le jour, vous savez, où Solo Sikoa, qui était donc le prétendu, en gros, nouveau chef de la tribu depuis que Roman Reigns avait perdu à WrestleMania 40, le jour où Paul Heyman avait refusé de l'acknowledge et que Solo Sikoa, avec sa bloodline, l'avait fracassé à travers une table, Polo, et que vous vous souvenez sans doute de la gueule que Polo avait ce jour-là. Une gueule, vraiment, il était mal rasé, il avait les cheveux gris, il était complètement fracassé d'un point de vue look, il avait les yeux rouges, il allait vraiment pas bien. Et alors figurez-vous que tout ça était bien évidemment totalement voulu et le résultat de nombreux efforts, enfin de nombreuses actions, on va dire, depuis plusieurs jours de Paul Heyman en fait. Donc rendez-vous compte, alors tenez-vous bien, il a donc, pour le bien de l'histoire, d'ailleurs il a dit que, d'ailleurs quand Logan Paul lui disait mais pourquoi t'as fait ça quand même, il disait c'est ce dont l'histoire avait besoin, la storyline avait besoin que je passe à travers la table. Donc un Polo qui se sacrifie pour le bien de la storyline, bravo à lui. Mais surtout ce que Heyman racontait, méga intéressant, c'est que depuis des jours, hein, avant cette fameuse scène, qui était en plus au Madison Square Garden, il disait qu'il avait fait exprès de très peu dormir, que la veille, il avait quasiment pas dormi, qu'il avait évidemment fait exprès de pas se raser, de pas se teindre les cheveux, qu'il se lavait pas non plus les cheveux pendant quelques jours, et qu'il avait même fait exprès, alors ça je trouve que c'est un détail quand même, ça montre quand même son perfectionnisme dans cette situation, il avait même fait exprès de manger des choses qui ne lui réussissaient pas. Alors si vous vous rendez compte, imaginez, vous êtes allergique à un aliment, et vous avez une scène, peut-être dans 2-3 jours, où vous devez paraître au plus mal, vous vous rendez compte que, en gros, il était prêt, là, mais c'est ce qu'il a fait, hein, à... Bon, après, ne pas non plus mettre en danger sa santé, hein, mais quoique, quand même, manger des choses qui nous réussissent pas et tout, c'est quand même un petit risque, hein, parfois, en tout cas pour certains. Hein. Imaginez une allergie grave à, je sais pas moi, les cacahuètes ou j'en sais rien, et t'en manges full, je pense que ça peut être dangereux. Hein. En tout cas, il avait fait tout ça, donc il s'est mis dans un sale état volontairement, tout ça pour le bien de la scène. Et je me dis, ça c'est quand même un investissement pour l'art, quoi. C'est vraiment un investissement pour le catch, pour le show, pour la qualité de la scène de faire ça. Et je trouve ça vraiment admirable de la part de Polo. Et bravo à lui pour ça en tout cas. Il disait aussi que Triple H, puisque quand même, en tout cas au moment où l'interview était enregistrée, hein, c'était donc la Triple H era, à savoir donc Triple H qui est le responsable créatif depuis que, on va dire, Vince McMahon a été banni de sa propre compagnie, on va dire, en quelque sorte. Même si, bon, évidemment, tout ça c'est pas le sujet du jour. Vous avez compris l'idée, tout ça, c'est bien plus complexe. Mais, en gros, que Triple H est bien plus un collaborateur qu'un dirigeant ou qu'un créateur qui impose sa vision et c'est comme ça et pas autrement. Et ça, selon Paul, en tout cas, Vince McMahon était bien plus comme ça. Triple H, lui, est bien plus dans la collaboration et il est aussi, surtout, ouvert à d'autres idées. Et ça n'empêche, quelle différence importante par rapport à Vince McMahon qui, lui, c'est vrai que, et ça on le sait, il y a eu plusieurs révélations à ce sujet depuis des années, à de nombreuses reprises, qu'avec Vince, c'était, voilà, Vince, il a sa vision, on respecte sa vision, et surtout Vince a quand même la légitimité, ne serait-ce que par tout ce qu'il a accompli dans sa carrière. En gros, que sa vision est la bonne, et qu'il faut la suivre, fermer son bec, et la suivre. Même si on a aussi déjà eu des exemples d'un Vince McMahon qui est fan d'une idée qu'on lui propose, mais c'est juste qu'il a besoin d'être convaincu. Hein.
Mais en tout cas, Triple H, lui, est beaucoup plus dans la collaboration, et surtout, il aime les idées de long terme. Et c'est vrai que ça, alors, vous me dites dans les commentaires si c'est votre cas, mais je l'avais déjà remarqué en tant que fan, que souvent, on a de plus en plus de storylines dans la WWE de 2025 qui en réalité durent pendant des mois, ou alors, enfin, pas forcément durent pendant des mois, mais qui, en gros, il y a un déroulement, et puis il peut y avoir en gros une suite X temps plus tard, et donc c'est vrai qu'il y a une vision de long terme dans le storytelling, hein. C'est vrai. Et ça, d'ailleurs, je dois dire que ça me plaît. Sinon, une anecdote qu'il a révélée, c'est que au moment où Logan Paul faisait un peu ses débuts à la WWE, il avait croisé Paul Heyman en Gorilla Position, vous savez, c'est l'endroit juste avant le rideau par lequel vont sortir les catcheurs. C'est l'endroit donc où, d'ailleurs, il y a aussi, en l'occurrence, Triple H et d'autres officiels qui suivent le show sur des moniteurs. C'est donc à cet endroit-là qu'il avait croisé Paul Heyman qui sortait d'un segment, lui, et qui rentrait donc vers le vestiaire, et que Logan Paul s'apprêtait à bientôt y aller. Et Paul Heyman lui avait chuchoté à l'oreille alors qu'ils se connaissaient à peine, hein. Il lui avait dit, alors on va rester correct, mais il lui avait dit en gros « Follow that, mother, beep !» Voilà, vous avez compris. Donc en gros, il lui disait... Et il a dit ça pour le motiver, et Logan Paul était choqué. En gros, faut que vous compreniez qu'il a dit donc à Logan Paul « Suis ça, salopard !» Bon, salope, c'est pas vraiment dans un sens méchant, hein. C'était dans le sens où, ouais mon gars, essaye de faire aussi bien que ce qu'on vient de faire. Et Paul a révélé qu'il avait dit ça à Logan pour le motiver, et que Logan Paul était un peu chamboulé après ça, mais que ça avait marché, que ça l'avait motivé. Et que ça, finalement, tu te dis c'est un petit détail, mais voilà une manière super de Paul Heyman de motiver des catcheurs, hein. En gros de faire un super segment et d'aller, en gros, défier celui ou ceux hein, qui vont faire des segments après lui, bah faites aussi bien que moi, hein. Follow that. Donc ça, je trouvais ça super comme histoire. Sinon, Paul Heyman, ce qui est marrant avec lui, alors on l'imagine pas du tout hein, en le voyant, dans le ring, dans ses promos, il disait que dans la vraie vie, il n'est pas du tout forcément quelqu'un qui a super confiance en lui, alors que lui, dès qu'il arrive dans une arène, dès qu'il arrive vers un ring et qu'il a un micro en main, il dit que là, il se dit « je suis fait pour ça, je suis en méga confiance » et ça se voit de toute façon. Alors que pourtant, dans la vraie vie, il l'est pas vraiment. Donc lui, c'est un cas de figure où le ring le transcende. En gros, le fait d'être devant 20 000 personnes, ça le transcende. Et ça le met en super confiance. C'est dingue, hein. Sinon, un truc que j'ai apprécié personnellement, c'est qu'il a fait, alors, je vous faisais un peu le suspense tout à l'heure, a-t-il jeté des fleurs ou a-t-il clashé Cody Rhodes? Alors, soyez rassurés, mes fans de Cody Rhodes ou pas, hein, il a fait l'éloge de Cody. Il a même dit que Cody Rhodes en tant que champion, et d'ailleurs c'est quand même marquant, parce que Paul Heyman est quand même le special counsel de l'homme qui a perdu son titre et donc dont le règne a pris fin contre Cody Rhodes, donc c'est étonnant de voir Paul Heyman faire l'éloge de Cody Rhodes, mais il disait malgré tout que Cody en tant que champion fait vendre, et qui fait surtout vendre les tickets dans les arènes, des produits dérivés, qui génèrent un maximum d'argent pour la compagnie. Alors, paradoxalement, je dirais, et ça, je vous invite à aller voir ma série sur Cody Rhodes et sa fameuse histoire qui devait finir, notamment alors c'était à l'automne 2023, quand il était en gros le champion sans titre encore de Raw, et qu'il était peut-être le plus gros nom de Monday Night Raw, que les audiences avaient été les pires de l'histoire du show rouge. Je me dis, c'est quand même fou, c'est quand même tout un symbole, et ça résonne avec cette idée que finalement les indicateurs de succès aujourd'hui à la WWE, c'est le nombre de personnes qui viennent dans les salles, etc., le nombre de produits vendus, alors que c'est plus le nombre de téléspectateurs que un Cody Rhodes par exemple peut attirer. Parce que Cody Rhodes, on avait vu concrètement à l'automne 2023 qu'il n'avait pas réussi, et c'est pas la seule fois d'ailleurs, à vraiment faire venir beaucoup de téléspectateurs. Au contraire, les téléspectateurs fuyaient, et en tout cas n'étaient pas au rendez-vous quand Cody Rhodes était un peu l'argument principal du show. Au contraire, par exemple, d'un The Rock début 2024 et 2025 aussi en réalité, qui à chaque fois qu'il est apparu à des shows télévisés a fait grimper les audiences. Mais bon, Cody, lui, sa force, donc selon Paul, c'est qu'il fait vendre des produits dérivés, que les salles sont pleines avec lui. Donc, bon, après, c'est pas que propre à lui, bien sûr, mais en tout cas, il faisait son éloge et disait surtout que Cody Rhodes, quand on lui dit qu'on a besoin de lui à tel endroit pour vendre tous les tickets
par exemple, ouais, il reste encore des tickets à vendre, Cody, faut qu'on remplisse cette salle, est-ce que tu peux y aller, s'il te plaît? Il disait oui à chaque show, avec plaisir. Alors que pourtant, il pourrait dire, ouais, les mecs, s'il vous plaît, allez, là, j'ai déjà fait ça, ouf, laissez-moi un peu souffler. Alors, au contraire, lui, c'est oui à tout. En gros, j'ai envie de dire, c'est un peu le soldat parfait pour la WWE, hein. C'est le gars qui dit oui à tout, d'ailleurs, qui dit aussi oui à toutes les promotions à faire dans des radios, par exemple, y compris dans ses jours de pause, hein. Donc ça, vraiment, admirable, respect total à Cody pour ça. C'est vrai que il fait ce qu'un champion doit faire. Il est clairement dans un comportement de champion quand on apprend tout ça. Quelqu'un qui même dans ses jours de pause, s'investit à 100% sans arrêt pour promouvoir le show, qui dit oui à tout, qui va à chaque show pour que tous les tickets se vendent. Je me dis, finalement, pour la WWE, c'est le rêve, hein, un gars comme ça. C'est vrai. Et d'ailleurs, je pense que les Triple H et même les autres officiels de la compagnie doivent être heureux et préférer peut-être ça. Alors, c'est peut-être quelque chose de fort que je vais dire là, mais peut-être qu'ils préfèrent ça à un Roman Reigns, hein, en soi. Alors que pourtant, bon, Roman Reigns génère aussi plein d'argent, hein, enfin, générait plein d'argent pendant son règne et tout ça, hein, évidemment. C'est un peu le règne de tous les records, hein, quand même, le règne de Roman Reigns. Mais peut-être que, justement, une WWE qui chercherait donc à pouvoir compter sur quelqu'un qui est là tout le temps, qui promouvoit en gros, enfin qui va promouvoir les shows sans arrêt, qui va faire toutes les interviews possibles, tous les shows possibles, que finalement, ça je me dis, pour une corporation, c'est le rêve, hein. C'est bien mieux que quelqu'un qui est là qu'une fois de temps en temps, et certes c'est l'événement quand il est là, et oui, ça marche bien et ça rapporte de l'argent quand il est là, mais quoi de mieux qu'un Cody Rhodes finalement? C'est pour ça que je me dis, ils ont peut-être tout intérêt à ce que le règne de Cody Rhodes dure très longtemps, hein, et d'avoir plutôt des profils à la Cody Rhodes pour être champion. En tout cas, bref. Sinon, il disait, alors, encore une fois, pour revenir sur la mentalité de Paul Heyman, il disait que selon lui, et ça, bon, moi personnellement, je vous avoue que je suis pas trop fan non plus de cette philosophie dans la vie. En gros, quand on lui demandait, c'est quoi, en gros, le meilleur moment catchesque de ta carrière, le meilleur moment celui que t'as préféré, celui qui t'a le plus marqué, celui que t'as, en gros, dans ton cœur et tout ça, il disait à chaque fois, il n'est pas encore arrivé, et que c'était ça sa mentalité, en gros, de se dire sans arrêt, mon meilleur moment n'est pas encore arrivé. Alors d'un côté, oui, c'est super, parce que, tout comme Paul Heyman, et d'ailleurs ça rappelle un peu John Cena, hein, qui avait aussi une mentalité comme ça, qui a même une mentalité un peu comme ça, où en gros on lui demandait, oui, c'est quoi ton meilleur match? Il disait toujours, c'est le prochain. Alors d'un côté, ce qui est bien, c'est que c'est une vision des choses qui pousse quelqu'un à sans arrêt faire mieux, ne jamais se reposer sur quoi que ce soit, rien n'est acquis, toujours se dépasser, toujours repousser de nouvelles limites. Mais d'un autre côté, tu te dis, ouais, mais quand même, le but de tous ces moments, c'est qu'ils signifient quelque chose, que tu les aies dans ton cœur, qu'ils valent quelque chose, et que t'en aies la valeur, que tu les oublies pas, parce que t'es déjà en train de conquérir le prochain. Je dirais, Polo, bon là, alors là, vraiment, je suis vraiment beaucoup trop humble et respectueux pour lui donner le moindre conseil à lui, qui est une légende absolue, mais j'aurais quand même envie que Paul Heyman me réponde plutôt à une question comme ça. Bah voilà, certes, je suis dans une ambition de toujours faire mieux et créer de nouveaux moments encore meilleurs, mais si je dois vous dire à l'instant T, si tout s'arrêtait aujourd'hui, qu'est-ce que je retiendrais le plus? J'aimerais qu'ils disent, par exemple, je sais pas moi, le jour où Brock Lesnar a mis fin à la streak de l'Undertaker, ce que j'ai vécu dans le ring ce jour-là, j'oublierai jamais, c'était incroyable, ça m'a marqué à vie, j'aurais préféré qu'ils disent ça. D'ailleurs, à propos de John Cena, il a raconté que le jour, vous savez, ça c'était à l'été 2021, quand il y avait eu la rivalité Roman-Cena, vous savez, il y avait eu en gros un segment très drôle où Paul Heyman retournait en coulisses en faisant tout, vous savez, le team song de Cena, il l'imitait et c'était très drôle. Et sachez, alors il y a une anecdote sur ça, il a dit que le jour en gros du show, il était allé voir Cena et il lui avait dit, donc John, est-ce que tu veux savoir ce que je vais faire? Et John Cena lui avait dit non, je veux rien savoir, je réagirai naturellement, ne me dis rien. Et Paul Heyman avait dit, t'es sûr, hein, t'es vraiment sûr? Et il a dit oui, donc bravo d'ailleurs à John Cena qui veut préserver sa réaction authentique pour le moment où c'est diffusé, hein. À la télévision, c'est la mentalité bonne à avoir, hein. En gros, privilégier la qualité du show, donc au moment où c'est filmé. Et ce qui est drôle, c'est que il était donc pas au courant
que Paul allait faire le tout. Donc ça, alors autant sur le moment dans le ring, il a pas rigolé, il a pas été mort de rire, mais par contre Paul a révélé qu'après coup, quand ils étaient tous les deux en coulisses, Cena était mort de rire. Donc ça, j'aime cette anecdote, je la trouve cool. Imaginez un Cena qui a l'autodérision et même le sens de l'humour pour rire de ça et trouver ça génial. Ça me plaît, c'est une bonne anecdote. Et dernier point, alors autre chose qu'on apprend, enfin surtout, c'est plus en gros une mentalité, une façon de faire de Paul Heyman qu'on apprend. En gros, on lui demandait, oui, comment tu vois l'avenir pour Logan Paul, qu'est-ce que tu conseilles, toi en tant que génie, quelle est ta vision? Et il disait que lui, ce qui le préoccupait, enfin lui surtout, ce qu'il veut avant tout savoir quand il pense à un catcheur, surtout dans un catcheur dans lequel il voit du potentiel et qu'il a envie de voir réussir, il se demande toujours qui va être le rival, par exemple d'un Logan Paul, dans 2 ans. Donc je me dis, vous vous rendez compte? En gros, un Paul Heyman qui, d'ailleurs c'est ce qu'il faisait, donc a priori, quand il était à la fois en charge donc, de l'ECW, mais plus tard aussi de SmackDown, mais aussi de Raw, ça c'était surtout automne 2019, début 2020 aussi, qu'à chaque fois, donc lui, sa vision, quand il a des gars, ou des catcheuses, n'importe, en qui il croit beaucoup et pour qui il veut vraiment grande réussite, il imagine toujours, alors dans 2 ans, quel est en gros son gros adversaire, quel est son gros match dans 2 ans. Et dit d'ailleurs qu'il a toujours, en toutes circonstances, su la fin d'une storyline quand il les a écrites. En gros, qu'il commence toujours par écrire la fin d'une rivalité ou d'une storyline, et qu'après, il imagine tout ce qui précède. Donc je trouve ça quand même méga marquant. C'est un peu, oui, comme si t'écris un livre et tu commences en sachant, donc oui, je sais, ça doit se terminer comme ça, comment je vais y arriver vers ça. Ça, je trouve ça une approche vraiment intéressante, vraiment méga intéressante. Et par contre, il admettait aussi que parfois, des choses se rajoutent en route, il y a aussi la magie de ce qu'on ne peut pas prévoir, on ne peut pas anticiper ce qui va marcher, des gens qui vont exploser, etc. Et que ça se rajoute donc à ce qu'il a déjà imaginé. Et je vous invite d'ailleurs à me dire en commentaire si vous trouvez que cette façon-là de faire les choses, en gros, par exemple, on imagine que peut-être que dans son rôle de special counsel et même mentor pour Roman Reigns, à partir du début de son règne historique, peut-être qu'à ce moment-là, et c'est vrai qu'on a déjà eu des informations dans cette idée-là, en gros que dès le début, ça a toujours été fait pour mener à un match contre The Rock, peut-être que Paul Heyman, justement, la vision avec Roman Reigns, avec donc The Rock aussi, dès 2020, était dans 2 ans, peut-être dans 3 ans, dans 4 ans, tout ça doit mener à un méga match contre The Rock. Ou alors, peut-être que en 2022, il se disait, et c'est très probable d'ailleurs, puisque Cody Rhodes est donc arrivé en 2022 à la WWE, dans 2 ans, en gros, l'adversaire de Roman Reigns majeur, ça doit être Cody Rhodes à WrestleMania. Et c'est ce que ça a été, même 2 ans d'affilée en plus. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez de cette philosophie. Et évidemment, je vous invite à vous exprimer en commentaire. Et j'en profite pour vous dire un grand merci pour vos commentaires, vos likes, la vie que vous apportez, c'est toujours génial. Et voilà, c'est toujours cool à partager. Donc n'hésitez pas, lâchez-vous tel un Paul Heyman dans une promo. Et espérons que Paul Heyman ait encore beaucoup d'années de carrière devant lui. Et qu'on le voit encore plein de fois nous régaler dans le ring. D'ailleurs, si vous avez envie de découvrir des documentaires sur des personnages incroyables ou d'apprendre plein de coulisses et de controverses de la WWE, j'ai tout ce qu'il vous faut ici. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour en voir d'autres. A tout de suite. And that's the bottom line, 'cause Stone Cold said so.